Alors, eh bien voilà, ça semble parti. J'espère que ça marche. J'espère que vous m'entendez bien là. Si quelqu'un voulait me confirmer que ça fonctionne, eh ben, on pourrait partir. Allô, allô, James, quelle nouvelle? Bon, ben, il n'y a pas de réaction, mais je vois que le compteur tourne, donc j'en déduis que ça fonctionne. Et donc je vais faire comme d'habitude, et ben, je vais commencer, voilà, tant pis. Si ça marche pas, ben, tant pis, je parlerai dans le vide. Bonsoir à tous. J'allais dire bonsoir à tous les confinés, mais j'avais pas envie de remuer le couteau dans la plaie, je vous l'avais déjà faite, donc je vous le dirai pas. Alors, voilà. Alors donc sur ce 5e live, on va entrer dans le vif du sujet. Avec là c'est curieux parce que je pense que j'ai un problème. Et donc j'ai personne pour me le confirmer. J'ai un problème sur la caméra. Ah bon. Donc là, alors, je vais commencer. Moi, j'ai un petit problème, hein, j'ai l'image qui sautille. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On me dit que c'est bon, donc j'y vais. Je commence. Alors, je vais commencer par les sempiternelles questions de mes innombrables fans. De Satya Vire et de Fabien. Et donc, on va essayer d'y répondre. Ce soir, on va parler donc de l'emploi et la retraite. L'emploi et la retraite, ça veut donc dire la qualité de vie. Ça veut dire les conditions de vie en emploi, en activité au long de sa vie, dans un système qui a fait sa transition sociétale. Alors, première question, avant d'entrer dans le vif du sujet. Que réponds-tu à ceux qui disent qu'on est dans le cadre d'une destruction créatrice classique, Bouzou, Ferry, et que l'emploi ne disparaît pas mais évolue? Ben j'en suis convaincu à la condition qu'on s'entende sur le terme d'emploi. Parce que emploi, pour moi, je le traduis par activité. C'est-à-dire que, évidemment, que ça ne signifie pas qu'avec l'automatisation de la société, qu'avec la transition sociétale, on va se retrouver à être des masses, à ne rien foutre, entassées devant sa télé. Ça veut dire que nos activités vont évoluer. Donc dans cette mesure-là, l'emploi n'est pas compromis. Ça veut dire que l'emploi de chacun, l'emploi au sens de employé, utilisé, n'est absolument pas compromis. Tout le monde aura sa place dans cette société. Et donc, de ce point de vue-là, c'est clair. Après, l'emploi salarié, euh, eh bien, disons que l'évolution de la société va créer de nouveaux emplois, des emplois de meilleure qualité, mais ce qu'il faut, c'est ne pas tenter d'en créer. C'est-à-dire que faut pas chercher à s'y opposer. S'il y a de l'emploi, si l'humain trouve une utilité dans la nouvelle société, tant mieux. Mais il ne faut pas chercher à créer de l'emploi. C'est l'erreur qui a été commise depuis 40 ans. Et c'est ça qui nous a ruinés. Il ne faut pas chercher, ça n'apporte rien que les gens travaillent. Ils ne doivent travailler que si ça sert à quelque chose. Non seulement à eux-mêmes, mais aussi au reste de la société. Sinon, ça n'a aucun intérêt et donc il faut abandonner. Destruction créatrice, oui, de toute façon, la fin du XXe siècle va se traduire par le début du XXIe. Voilà, donc c'est de la destruction créatrice. Faut-il taxer les robots pour financer le système social et soutiens-tu la taxe GAFA pour financer le système social? Alors ça, c'est plutôt de l'ordre de la prochaine vidéo qui va traiter du système des impôts. Et là,
peut-être qu'on peut en parler quand même un petit peu parce que, évidemment, ça touche directement au sujet. Alors, faut-il taxer les robots pour financer le système social? C'est une absurdité totale. Est-ce qu'on a taxé les rétropelles, par exemple? Quand l'homme a inventé la pelle mécanique, ça a pris le travail des terrassiers qui avant travaillaient à la pelle et puis à la brouette. On n'a pas taxé la rétropelle parce qu'elle prenait le boulot des terrassiers. Quand on a introduit le grille-pain dans les hôtels, dans les salles à manger des hôtels, on n'a pas pris on a pris la place du maître d'hôtel qui faisait griller les toasts pour les clients. On n'a pas taxé les grille-pains pour autant. Donc le concept en lui-même est absurde. D'autant plus qu'on ne sait pas un robot combien d'ouvriers il remplace. Il faut comprendre quand même une chose. C'est qu'automatiser la production ne signifie pas on prend un ouvrier, on l'enlève, puis on met un robot à sa place et il fait son boulot. Alors déjà, le boulot que fait un humain n'est pas forcément réalisable par un robot. Ça ne veut pas dire que la production ne puisse pas être assumée par le robot. Ça veut dire que la place qu'occupe l'humain n'est peut-être pas adaptée à celle d'un robot. Ça veut dire qu'il faut adapter la production pour qu'elle puisse être automatisée. Et il y a des tas de fonctions, des tas de fonctions d'humains qui pourraient simplement disparaître. Ça veut dire qu'on ne le remplace pas par un robot. La fonction disparaît. Et donc, un robot peut remplacer 10, 50, 100 humains, on ne sait pas combien. Donc, c'est pas... dans l'usine Foxconn qui fabrique une grosse partie qui fabriquait, puisque c'est plus le cas maintenant, une grosse partie des iPhones, 1000 ouvriers, 10 000 ouvriers ont été remplacés par 1000 robots. Et alors que la production avait été augmentée de près de 25% pour un prix qui avait été baissé de 20%. Donc, je veux dire, y a pas on ne peut pas considérer, voilà, on met un robot, donc on taxe le robot. C'est absurde. On sait pas quelle est la valeur de ce que produit le robot. Avant, dans le monde d'avant, dans le monde des tâcherons, au 19e siècle, on rémunérait les ouvriers, par exemple, à la vigne ou au champ, par des mesures unitaires qui dépendaient des régions, parce qu'évidemment, il y a des endroits où un ouvrier de vigne, la surface d'un ouvrier de vigne n'est pas la même si c'est du coteau en terrasse caillouteux que si c'est de la vigne qui est pratiquement à plat, dans une plaine confortable et tout. Et donc, en fonction des régions, eh ben, l'ouvrier de vigne valait tant. On considérait qu'un ouvrier qui travaillait normalement faisait tant d'ouvriers de vigne par jour, et donc son revenu était de tant. Voilà. Là, avec le robot, c'est pas le cas. On ne connaît pas la rentabilité de robot, on ne sait pas ce qu'il produit, et donc on ne peut pas le taxer. Et d'une manière générale, c'est complètement absurde. C'est la production de richesse qu'il faut taxer, donc c'est-à-dire le bénéfice de l'entreprise. L'objectif, c'est de taxer le bénéfice des entreprises. Le problème qui se pose dans ce cas-là, c'est qu'évidemment, les entreprises sont amenées à tirer les prix vers le bas pour être plus compétitifs, pour vendre plus, et donc avoir moins de bénéfices, et donc ça va générer moins de rentrées fiscales, et donc des pertes pour le système social. Mais on peut imposer des conditions fiscales aux entreprises, c'est-à-dire qu'on va taxer une partie du chiffre d'affaires en conséquence. Donc, c'est pas les robots d'une manière générale qu'il faut taxer, c'est vraiment la production en elle-même. C'est le produit qui doit être taxé, évidemment. C'est d'une logique, je veux dire, c'est d'une logique imparable. On ne peut pas taxer un robot. La taxe GAFA. Alors, la taxe GAFA, c'est une question de... Non, je suis contre la taxe GAFA, parce qu'en fait, on devrait simplement l'appeler taxe numérique. La taxe GAFA, la question se pose tout simplement parce que le système fiscal n'est plus adapté aujourd'hui au système industriel, à la création de richesse du XXIe siècle, à la création de richesse numérique, tout simplement. On a établi le système fiscal actuel sur la production industrielle de valeur avec des industries lourdes où des ouvriers entrent avec derrière des trains qui arrivent, qui amènent de la matière première, qu'on transforme, qu'on crée, on en crée quelque chose. Cette chose, on la vend, puis on taxe le bénéfice. Voilà. Ça, voilà. C'est comme ça qu'on a conçu le système, la fiscalité actuelle au XXe siècle. Et là, nous sommes au XXIe siècle, et ma foi, ben aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avoir une usine pour créer de la richesse. Voilà, c'est comme ça, et donc ça fait que ça induit un autre système fiscal. Et donc non, je suis contre la taxe GAFA, parce qu'en fait, c'est juste une adaptation de l'actuelle loi qui est complètement obsolète. Ça ne résout pas la question des paradis fiscaux, ça ne résout pas la question de l'exportation des revenus vers ces paradis fiscaux.
ça ne couvre rien du tout en fait. Et donc c'est à un moment donné, il faut quand même revenir à la réalité et puis se dire qu'on est au XXIe siècle. Et au XXIe siècle, eh ben, il faut la fiscalité du XXIe siècle, comme le XIXe a eu la sienne, comme le XXe a eu la sienne. C'est tout. Et si on avait la fiscalité du XXIe siècle, eh ben, on n'aurait pas besoin de parler de taxe GAFA, tout simplement. Voilà. La taxe GAFA, c'est juste la démonstration. La taxe GAFA n'est pas une solution, c'est un symptôme. C'est la preuve que le système ne fonctionne plus. C'est tout. Enfin, la dernière question, vous voyez, il y en a eu beaucoup. Hein. Quel est le rôle de la bienveillance dans le management de l'entreprise de demain? De la bienveillance. De la bienveillance. Ah bon, il y a des entreprises qui ne seraient pas bienveillantes? Je n'ose y penser. C'est du complotisme, ça. C'est sûrement que ça sous-entend sûrement que les grosses entreprises auraient des comportements peu bienveillants avec les salariés. C'est n'importe quoi, évidemment. Prenons un exemple au hasard, Orange. Bon, mauvais exemple. Non, la bienveillance, ben évidemment, ça permet de taper plus fort sur le salarié. C'est parce qu'il faut qu'il sache qu'on l'aime, parce que qui aime bien châtie bien. Sinon, la bienveillance ne sert absolument à rien. Et la bienveillance, elle va de soi. L'entreprise de demain, c'est une entreprise transversalisée. C'est une entreprise qui est plus humaine. Et donc, pour moi, je ne comprends pas la question. C'est absurde de penser qu'une entreprise ne soit pas bienveillante. Si aujourd'hui, il y a des entreprises qui ne sont pas bienveillantes, eh bien, c'est des entreprises d'hier et elles n'ont pas de demain. C'est aussi simple que ça. Parce que l'entreprise de demain, c'est une entreprise qui est beaucoup plus cordiale, qui est moins verticale, qui est complètement horizontalisée. Et donc, la question ne devrait plus logiquement se poser. C'est l'objectif même au XXIe siècle de la création de richesse, de l'instrument de création de richesse, c'est l'épanouissement de chacun. Alors qu'au XXe siècle, il s'agissait de bâtir des infrastructures, de créer la richesse qui n'existait pas. Aujourd'hui, cette richesse existe, la population est éduquée. Maintenant, on passe au stade supérieur. Il s'agit d'exploiter ce que le XXe siècle a apporté. Donc la question de la bienveillance, à mon sens, ne se posera plus. Aujourd'hui, la bienveillance, la question se pose dans les entreprises du XXe siècle. Et c'est évidemment quelque chose qui devrait être complètement obsolète. Maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet. Il faut comprendre quand même que quand on parle de transition sociétale, de la fin de l'emploi salarié, quand on dit fin du travail, on parle de fin du travail. C'est la fin du travail inutile, c'est la fin du travail qui non épanouissant. C'est-à-dire que on a aujourd'hui une masse de population qui ne s'épanouit plus dans le travail. Seulement 30% à peu près de la population s'épanouit vraiment dans le travail. Et cette masse de population est perdue pour l'économie du XXIe siècle. Il ne s'agit pas de faire la traque à l'emploi. C'est pas qu'on va lutter contre l'emploi, c'est pas ça du tout. C'est juste que la société doit apprendre à économiser ses ressources pour pouvoir en bénéficier, pour avoir une nouvelle couche économique. Et donc, ça fait qu'en réalité, tout ce qu'on va faire, c'est mettre fin au subventionnement de l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Au lieu de générer de la richesse, on utilise la richesse existante pour que les gens travaillent. Et donc, ils travaillent à vide. C'est-à-dire qu'on prend, les gens vont en emploi, au lieu de servir, de contribuer à l'économie, ils sont dans un emploi à prendre la place d'un robot. Et pour ça, ben, ils dépensent des masses d'énergie pour aller au travail, pour en revenir, pour manger sur place, pour se doucher, voilà. Et donc tout ça, ben, je veux dire, c'est un gaspillage d'énergie, un gaspillage de ressources humaines, un gaspillage d'argent énorme, c'est colossal. La lutte pour l'emploi, c'est 80 milliards par an. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'INSEE. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et donc cette ressource, on peut la rediriger, on peut la réorienter vers un nouveau système qui serait beaucoup plus équitable, beaucoup plus porteur de sens pour la population. Et donc, il faut imaginer d'autres systèmes. Beaucoup en appellent au partage du travail. Seulement, le partage du travail, c'est une notion, quand on nous dit, on nous parle de la semaine de 4 jours, par exemple, la semaine de 30 heures, de 32 heures,
il faut quand même comprendre que d'aller travailler 6 heures par jour au lieu de 8, ça n'apporte rien. Fondamentalement, ça ne change à rien. C'est un gaspillage d'énergie parce que ça veut dire on va dépenser la même énergie pour aller et revenir au travail. On va dépenser la même énergie sur place au travail à midi pour faire réchauffer son truc au micro-ondes, pour produire moins, puisqu'on sera 2 heures de moins sur place. Et quand on revient, au lieu de contribuer à la société, on aura fait sa journée, quoi. Voilà. Alors que la solution repose au contraire sur le fait d'être au travail le plus intensément possible, quitte à avoir moins de jours, quitte à avoir plus de confort au travail, etc. Et quitte à avoir moins de gens en emploi, pourquoi pas. Et donc, vous allez voir qu'on peut partager le travail autrement. Là, on nous parle de réduire le nombre d'heures, alors que le système retarde l'âge de la retraite. C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Retarder l'âge de la retraite, évidemment, c'est intéressant. Parce que le travail, aujourd'hui, est quand même le premier vecteur, c'est le premier vecteur de limitation de l'espérance de vie des travailleurs. Il y a entre les couches supérieures de la population et les couches inférieures de la population un delta d'espérance de vie de 18%. Il y a 13 ans de décalage d'espérance de vie. C'est énorme, c'est colossal. Et ça, c'est le travail. Pourquoi? Bah écoutez, c'est simple, hein, franchement, on meurt plus souvent d'un accident de travail en étant maçon ou bûcheron qu'en étant notaire ou avocat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, évidemment que le travail, je parle du vrai travail, hein, je parle pas d'avoir une activité, je parle du travail, c'est quelque chose qui fatalement est éreintant, qui a des conséquences sur la santé, qui a des conséquences sur la société. Et donc, ça fait que de restreindre le travail, c'est quelque chose qui serait positif, mais qui du coup augmenterait le temps à la retraite et donc le coût des retraites. Donc de retarder l'âge de la retraite, la mécanique est simple. Plus les gens travaillent longtemps, plus ils mourront jeunes, et puis moins ils seront à la retraite longtemps, et donc ça fait que finalement, on sauve le système de retraite comme ça. C'est évidemment complètement absurde, c'est un manque, c'est carrément abrupt, c'est brutal. Moi, j'ai pas peur d'utiliser le mot brutal. Alors que tout au contraire, si on met la retraite à 55 ans, vous avez le lien en dessous, si on met la retraite à 55 ans, au lieu d'avoir toute votre vie une semaine à 30 heures ou 32 heures, au lieu de 35 comme aujourd'hui, eh bien, on vous donne à la fin de votre vie professionnelle directement la possibilité de rendre toutes ces heures d'un coup. C'est-à-dire que vous arrivez à 55 ans, vous donnez 5 ans, 7 ans de travail d'un coup. Voilà. Donc vous partagez le travail. C'est la même chose que de travailler toute votre vie en donnant 2 heures par semaine. Au lieu de partager 2 heures par semaine chaque semaine de toute votre vie, vous partagez 7 ans d'un coup. Avec la différence, c'est que vous arrivez à la retraite à l'âge de 55 ans, vous êtes en pleine forme, vous en avez encore sous le pied, vous êtes dynamique, et donc vous avez la possibilité de faire quelque chose. Si l'environnement dans lequel vous évoluez vous incite à développer quelque chose, vous allez le faire fatalement. Et donc, ça signifie qu'on peut créer, à partir de cette nouvelle force vive, dynamique, une nouvelle couche économique productrice de richesse. Et qui forcément est interagissante avec les précédentes générations. Et ça, alors qu'il faut savoir quand même que quelqu'un qui créerait une entreprise à 55 ans, mais c'est pareil pour une association, a bien moins de risques de faire faillite qu'un jeune de 20 ou 25 ans. Et c'est normal, parce qu'à 55 ans, on est encore dans la force de l'âge, mais on a la sagesse, on a déjà plus de sagesse dans la vie. Et donc, ça fait qu'on a cette nouvelle force vive qu'on a créée artificiellement, simplement en partageant le travail d'un coup à l'âge de la retraite, qui va permettre de booster tout ça. Et donc, on va financer la retraite par le fait de mettre les gens à la retraite. Je ne vous parle pas des conditions dans lesquelles on met la retraite. Ça, c'est quelque chose qui restera à déterminer. Il y a des tas de voies possibles à ce moment-là. Est-ce qu'on donne tout d'emblée? Est-ce qu'on donne moins de retraite pendant plus longtemps? Voilà. Mais là, je dicte juste un principe. Et pendant la vie de travail, au lieu d'avoir la semaine de 4 jours, imaginez-vous, vous êtes patron. Déjà, votre entreprise, les salariés ne travaillent plus que 5 jours. Donc, il faut jongler avec les équipes pour pouvoir être ouvert 6 jours. Si on vous dit la semaine de 4 jours, vous commencez à avoir des équipes, il y a des jours où vous allez vous retrouver, vous avez plus de personnel, des jours où vous en avez moins.
Si moi je vous dis, là vous avez le lien en dessous, la semaine de 30 heures, si moi je vous dis, si on travaille 3 jours par semaine, deux équipes, vous divisez vos salariés en deux équipes qui travaillent chacune 3 jours par semaine de 10 heures. Vous travaillez 10 heures dans la journée. Et puis, au bout de 3 jours, ben, vous avez fait votre semaine, vous avez 4 jours de temps libre devant vous. Alors, pour votre famille, pour contribuer à l'économie, pour créer une entreprise, vous faites ce que vous en faites ce que vous voulez. Et donc, vous n'avez travaillé que 3 jours. Vous avez travaillé 10 heures, mais ça ne fait pas beaucoup plus qu'une journée de 8 heures où vous mettez 2 heures de 2 heures de trajet par jour. Hein, je veux dire, ça ne change pas énormément. Hein, vous avez juste fait une journée de 2 heures de plus. Vous en avez fait 3 de suite et voilà, c'est fini. Et donc, donc il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres manières d'envisager les conditions de travail. Alors, à partir de là, euh, vous comprenez que la fin de l'emploi salarié, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire que l'emploi salarié tel que nous le voyons au XXe siècle, n'est plus une contrainte. Ça signifie que l'individu au XXIe siècle qui se retrouve bénéficiant du revenu de base, s'il n'a plus du tout de revenu, baignant dans un environnement contributif qui lui permet, qui lui offre la possibilité d'interagir avec l'environnement, eh bien, moi c'est bizarre parce que je ne reçois pas les commentaires. Qui interagit avec son environnement, on a tout un nouveau système d'activités. C'est des nouvelles activités. C'est la fameuse destruction créatrice qui répond à la première question. On a détruit l'emploi salarié en socle de la redistribution de la création de richesse, mais on a créé de l'activité qui, elle, devient le nouveau socle de la redistribution de la création de richesse. Certains salariés travaillent encore, c'est ceux qui ont un vrai rôle dans les entreprises, c'est ceux dont l'entreprise ne peut pas se passer. Et donc, ça fait que d'avoir permis aux entreprises de se passer de ceux dont elles n'ont pas besoin, dont le seul rôle était d'occuper l'emploi qui avait été créé pour eux, on ne prend plus l'humain pour une machine-outil. Que vaut le travail d'un humain qu'une machine pourrait faire? Il vaut rien. Un humain vaut quand même beaucoup mieux qu'un ordinateur ou un robot. C'est un manque de respect de faire travailler un humain dans une fonction qu'un robot pourrait faire, évidemment. Alors que si on sort ces gens-là, qui sont remplaçables par des machines, ça leur donne la possibilité de s'extraire de ce milieu pour entrer dans un autre. Et donc ça valorise la fonction de ceux qui restent. Comme les salaires ne sont plus dilués dans l'entreprise, le revenu médian augmente. Et donc, on crée une nouvelle couche économique par les gens qui sont amenés à contribuer en étant libérés du travail. C'est une nouvelle société. C'est pas une société d'oisiveté, comme on le lit souvent. C'est pas moins d'activité, c'est plus. C'est beaucoup plus d'activité. Parce que quand l'homme est libre, quand il est libéré du travail, il a beaucoup de choses à faire. Et là, on se retrouve avec une foule de retraités qui sont extrêmement dynamiques, qui sont dans la force de l'âge, qui sont pleins de santé, et qui vont rapporter déjà de l'argent par leur jeune âge. C'est-à-dire que de partir à 55 ans à la retraite, 55 ans, c'est l'âge où, selon l'OCDE, les maladies du travail augmentent, elles explosent exponentiellement. Le simple fait de mettre la retraite à 55 ans permettrait à la sécurité sociale d'économiser des dizaines de milliards par an de maladies du travail, juste par ce seul paramètre. Ces dizaines de milliards, c'est un simple artifice comptable. Hein. Là, on le voit, on a la crise du coronavirus. Comme cette crise du coronavirus se produit avec l'économie du XXe siècle, le fait que les gens ne puissent plus aller au travail fait que la sécurité sociale connaît un trou magistral, les entreprises sont bloquées, il n'y a plus de production, il n'y a plus rien qui fonctionne. Si la société était beaucoup plus automatisée, si les individus étaient plus en télétravail, si la société était plus contributive, que l'économie soit plus contributive, imaginons que l'AMI soit en place. Tiens, j'ai oublié de le mettre dans les liens. On le trouve sur le site Renouveau Sociétal, je pense que quelqu'un vous le mettra.
Eh bien, pendant cette crise du coronavirus, vous auriez pu développer votre projet, le mettre en ligne sur l'AMI, le défendre. Après le déconfinement, eh bien, vous auriez pu le mettre en place. Une bonne partie de la production aurait pu continuer de tourner parce que avec moins de densité de salariés, il y a moins de risque de propagation. La production continue d'être assurée. Une production qui est beaucoup plus mince parce qu'aujourd'hui, la production, elle doit être massive pour pouvoir créer de l'emploi pour tout le monde. Elle doit produire massivement de la merde à bon marché pour que tout le monde puisse l'acheter, pour que tout le monde ait un travail. C'est une société hystérique, c'est de la schizophrénie. On détruit de la ressource dans le but de créer le plus de merde possible, aussi bon marché que possible pour que les gens puissent l'acheter, puis qu'elle dure pas trop longtemps pour qu'ils doivent la refabriquer pour avoir toujours de l'emploi. On suremballe, on surtransporte, on va transporter 2 ou 3 fois d'un bout à l'autre de l'Europe des patates pour aller les récolter, pour aller les trier, pour aller les emballer, ensuite on les suremballe, et ça juste dans le but de créer de l'emploi. Tout le monde en appelle au circuit court. Quand vous en appelez au circuit court, quand vous dites il faut aller acheter aux producteurs, mais ils deviennent quoi les chauffeurs de camions, des entrepôts logistiques, les caristes, les vendeurs de supermarchés? Que deviennent ces gens? Donc, je veux dire, le circuit court, c'est bien, mais c'est de l'emploi en moins. Ça veut dire que vous allez squeezer toute la chaîne de distribution qui aujourd'hui existe et qui crée des millions d'emplois. Quand tout le monde en appelle à la fin du suremballage. Mais le suremballage, c'est de l'emploi. Quand vous avez, quand vous avez 4 poires qui sont enrobées sous cellophane dans une barquette en polyéthylène, il a fallu quelqu'un qui a qui a récolté les poires ici. Un camion les a transportés dans une usine de conditionnement. Cette usine de conditionnement qui les a triés les a éventuellement mises dans la barquette de polyuréthane, puis elle les a filmées, elle a mis une étiquette dessus, ensuite de quoi elles ont été entassées dans des cagettes, puis distribuées dans les centres de grossistes, où des caristes les ont entassées sur palettes, puis ces palettes sont parties dans des camions, etc. etc. Et tout ça, c'est de l'emploi. Et donc, quand on cesse de suremballer, ça veut dire il n'y a plus de fabrication de produits chimiques de base pour faire la barquette en polyéthylène. Il n'y a plus de fabrication de la barquette de polyéthylène. Il n'y a plus de produits chimiques de base pour faire le plastique qui va servir à faire le cellophane. Il n'y a plus de fabrication du cellophane. Il n'y a plus de fabrication de l'étiquette qui est collée dessus. Il n'y a plus de fabrication de l'encre qui sert à imprimer l'étiquette. Il n'y a plus de fabrication de la machine qui sert à enrober tout ça, etc. etc. Et tout ça, c'est des emplois. C'est colossal. C'est des millions d'emplois. Et le système s'est complexifié comme ça pour créer de l'emploi. Donc quand on en appelle on dit halte au suremballage, c'est facile. On arrive au supermarché. Mais cet emballage, moi, je n'en ai pas besoin. C'est au supermarché de l'assumer. On déballe, puis on jette le machin. Mais on ne se rend pas compte derrière toute la chaîne qu'il y a eu pour emballer ce produit dont le seul objectif était de créer de l'emploi. Quand j'étais jeune, tous les produits étaient en vrac. Hein. Moi, j'allais dans les supermarchés, vous aviez des étals, voilà, il y avait tous les fruits, les légumes, tout était en vrac. Mon grand-père, il avait un bazar, tout se vendait en vrac. On pouvait acheter des pierres à briquet, de l'essence à briquet, on pouvait acheter des piles à l'unité. Mettez-moi 4 piles, voilà, puis on prenait 4 piles. C'est une comme ça, deux comme ça, une comme ça, voilà. Tout était en vrac. Puis c'est par la suite qu'on a inventé les packs. Puis les petits packs, puis après les blisters. Alors le blister, là, ça veut dire c'est du carton avec carrément avec du plastique qui est pris entre 2 feuilles, etc., etc. Puis après on a inventé les promos. Alors il y a le blister de 4, le blister de 6, le blister de 6 plus 2 gratuites. Et tout ça, c'est une complexification dont le seul but est de créer du foisonnement commercial. C'est faux de croire que c'est dans le but de faire du profit, parce que si vous fabriquez des piles, quand vous vendez 6 piles, vous vendez 6 piles. Puis là, et quand vous vendez un emballage en plus, c'est pas vous qui le vendez l'emballage, c'est le fabricant d'emballage. Donc je veux dire, en réalité, c'est juste du foisonnement, parce que comme on était de plus en plus nombreux, qu'il fallait de plus en plus d'emplois, qu'il fallait consommer de plus en plus, etc., 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 il fallait créer du conditionnement. Et donc l'industrie actuelle a fait qu'on s'est retrouvé contraint à complexifier perpétuellement la société. Et donc, ça nous a amené à avoir cette société aberrante. Je m'excuse, mais là, je vais voir le... Je dois absolument voir les commentaires, parce que chez moi, il n'y a rien qui marche. Hein, donc, bon. Là, je vois 19 commentaires, mais je n'arrive pas à les lire. Voilà.
Donc bon, il y a vraiment rien qui marche. Facebook, c'est vraiment de la daube, ça marche pas du tout. Alors, donc, vous comprenez qu'il faut accepter l'idée d'une société qui soit moins hystérique. Aujourd'hui, nous sommes dans une société qui s'est emballée. Quand je dis emballée, je ne parle pas de suremballage, hein. C'est une société qui est partie dans une fuite en avant depuis 40 ans, a accéléré, elle a accéléré le mouvement, elle s'est emballée. Reste tranquille, Zaza. Elle s'est emballée et donc on se retrouve avec une société qui est complètement fébrile, qui cherchent de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi, de l'emploi. Il faut que les gens travaillent et on crée de la dette pour ça. On crée de l'émulation, on complexifie le système, on amplifie, on amplifie, on amplifie, on amplifie, on détruit de plus en plus de ressources, on pollue de plus en plus. Dès qu'on veut retirer une industrie, on peut pas parce que ça fait tant d'emplois en moins. Non mais vous vous rendez compte, renoncer au charbon, mais c'est pas possible. Ça fait gna emploi direct, puis gna emploi indirect. Et c'est comme ça pour tout. Alors on s'accroche à l'industrie automobile, la vraie, hein. Il est hors de question d'envisager une industrie automobile en impression 3D. Mais vous vous rendez compte, si Peugeot et Citroën passent à l'impression 3D, mais c'est centaines de milliers d'emplois. Puis c'est le nucléaire, mais attendez, le nucléaire c'est milliers d'emplois. Et donc on s'accroche comme ça à l'industrie du XXe siècle. Et on ne peut plus évoluer. On ne peut plus. L'industrie se retrouve en train de patauger. La production de richesse patauge dans l'emploi. Et donc 40% des revenus des ménages, tout ne vient pas du salaire, bien sûr, est financé par l'État. Donc littéralement par de la dette, puisqu'on ne crée plus de richesse. Alors que la question est qu'il faut apaiser la société. L'apaiser. C'est-à-dire redonner son rôle à l'humain. En 1950, l'humain qui travaillait dans une industrie était quelqu'un qui avait... alors, il travaillait, je veux dire, il travaillait, mais sa fonction était épanouissante. En 1950, pour ainsi dire, personne n'avait de salle de bain, les toilettes étaient sur le palier, partagées avec plusieurs logements. Très rapidement, en 20 ans, tout le monde a eu une salle de bain, voiture, télévision, partait en vacances, etc. Ça a été épanouissant. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand vous avez, là j'ai partagé dans le groupe Courant Constructif une petite strip marrante où on voit des caissières dans un fast-food. Tu crois qu'il y a une vie après la mort? Et puis une des deux dit, je me demande des fois s'il y a une vie avant la mort. Quand vous entendez les gens qui poussent des cris d'orfraie, quand on leur dit on va automatiser les caisses de supermarché, des emplois pour nos enfants. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui souhaitent, qui rêvent que leurs enfants soient caissières dans les supermarchés? Mais vous vous rendez compte, on en est là. C'est ça, s'épanouir dans la vie. Ah, ils ont de la chance, ils ont des emplois. Puis il y a des gens qui viennent dire, ah ben moi je préfère qu'il y ait quelqu'un à la caisse. Parce que ça fait plus d'humain quand même. Alors déjà, on ne va pas faire ses courses pour discuter avec la caissière, hein, parce que la caissière, elle envoie tous les jours, hein, toute la journée des bobines. Donc ça va, hein, donc c'est pas, voilà, ça fait plus d'humain, c'est relatif. Mais plus d'humain, ça serait peut-être que la caissière, elle ait une fonction, une vraie fonction dans la vie, une utilité, qu'elle soit reconnue en tant qu'humaine, et non pas que presse-bouton sur une caisse. Quand ça fait 35 ans que la pauvre, elle tape des trucs sur la caisse, elle a les cervicales qui sont en compote, elle a les lombaires qui sont en compote, ça apporte quoi? Et tout ça pour un salaire de misère, et puis elle va se retrouver après à la retraite avec 1150 € par mois jusqu'à la fin de ses jours, où elle finira en EHPAD. Mais c'est absurde. C'est complètement absurde. Aujourd'hui, les vieux, qu'est-ce qu'on en fait? On les met dans des EHPAD. Le système qu'on a aujourd'hui fait que quand vous êtes à la retraite, vous êtes vieux. Alors si vous êtes en pleine forme, vous avez la possibilité de faire un peu de bénévolat, si vous êtes en santé. Éventuellement, vous avez peut-être la possibilité de travailler encore un peu. Quand vous aurez 65 ans, si vous n'aviez pas assez, ben vous pourrez avoir l'ASPA, puis ça vous donnera la possibilité de sortir de la rue, puis de vous retrouver un logement. Mais et après, vous allez en EHPAD où ça coûte 2500 balles par mois. Puis pour 2500 balles par mois, vous aurez droit royalement à 2,3 couches par jour, 3 € par jour de budget pour vous nourrir, quelques paires de claques éventuellement. Dans certains EHPAD, on ferme la chambre à clé la journée pour éviter que vous y alliez, hein, pour favoriser l'émulation. Donc pour 2500 balles par mois, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes à l'EHPAD. Hein. Donc on vous a dit, non madame machin, hein, votre place c'est à la salle à manger en journée. On vous l'a dit madame machin. Hein. Donc on vous infantilise complètement. Imaginez une société qui soit apaisée.
où l'activité ne se résume plus à aller en emploi, à aller perdre son temps en emploi, mais à contribuer. Au rez-de-chaussée des immeubles, vous avez l'étage est réservé à des personnes des personnes âgées. Donc du coup, on crée de l'interaction intergénérationnelle avec les gens qui habitent les étages du dessus, qui sont des actifs. Au lieu de payer 2500 balles par mois par tête de pipe dans un EHPAD, vous avez des gens qui vivent ensemble. Vous en avez deux qui sont dans un grand logement. Ça fait 5000 euros par mois d'économiser. Ça permet de payer un mi-temps d'une infirmière et d'une aide à domicile, qui vont aller travailler dans l'autre mi-temps dans l'appartement d'à côté où il y en a deux autres. Vous avez une société interactive et ces personnes âgées qui ont encore des capacités peuvent interagir avec tout le monde. Et nous vivons et là, on a une société qui est apaisée. On ne met plus les vieux dans des mouroirs. On n'a plus pour objectif de passer sa retraite juste dans le but d'attendre de mourir après avoir travaillé toute sa vie pour la collecter. Parce qu'aujourd'hui, très tôt, on vous le dit, hein, t'as pensé à ta retraite. Prépare ta retraite. Tu sais que tu auras bientôt la retraite. Et toute ta vie, tu vas devoir travailler parce que sinon tu n'auras pas de retraite. Voilà, on vous le dit. La vie, ça se limite pas à travailler pour avoir un jour une petite retraite. La vie, une vie productive, c'est une vie épanouissante. Quand vous arrivez à la retraite, vous avez fait quelque chose. Vous pouvez en être fier. Et là, c'est plus possible. On est arrivé dans ce système où ce n'est plus possible, alors qu'avant, c'était possible. Quand vous aviez passé 20 ans, 30 ans, 40 ans dans une entreprise, vous étiez passé d'un petit logement sans rien à un plus grand logement. Vous aviez élevé des enfants, vous avez acquis du bien, vous avez vu votre niveau de vie s'élever. Là, ça fait combien de décennies qu'on ne voit plus le niveau de vie s'élever? Il n'est plus épanouissant, le système. Et alors même que ce système n'est plus épanouissant, vous avez exponentiellement l'environnement qui est en train de morfler. On détruit exponentiellement de plus en plus d'environnement sans que ça n'apporte de gains. Il n'y a plus de gains. Le niveau de vie n'évolue plus, la qualité de vie n'évolue plus. Elle aurait plutôt tendance à se dégrader. Le revenu médian rattrape le SMIC. Les gens, ils ont de plus en plus de lignes dans le budget des ménages, mais c'est pourquoi? C'est pour les smartphones, c'est pour Netflix. Voilà. Avant, ils avaient le téléphone, ils avaient les vacances, ils avaient la nourriture, ils avaient le logement. Là, ils n'ont plus le téléphone, maintenant ils ont le smartphone. Ils n'ont plus... voilà, ils n'ont plus les soirées au bistrot ou bien le cinéma, maintenant ils se payent Netflix. Bon, c'est pareil quoi en fait. Donc à un moment donné, il faut quand même prendre conscience que le rôle du travail, c'est d'être épanouissant. On doit s'épanouir. Au travail, on doit s'épanouir. Et le travail, c'est pas pour rien que le mot travail a une connotation ardue. Quand une femme accouche à la maternité, on dit qu'elle est en phase de travail. Quand on maltraite un animal, quand on taille les sabots d'une vache ou qu'on lui soigne le pipe et que ça va lui faire mal, on la met dans une enceinte de contention, on appelle ça un travail. C'est pas pour rien, c'est pas que le travail, c'est quelque chose d'agréable. Quand vous entendez Emmanuel Macron qui dit oui, il faudrait retirer le terme pénibilité parce que ça pourrait induire que le travail est quelque chose de pénible. Il ne doit pas avoir travaillé souvent pour oser le dire, ça. Parce que oui, même un petit travail tranquille comme une caissière de supermarché, c'est très pénible. Hein. C'est très, très pénible. Le travail, c'est pénible. Et si c'est pas épanouissant, ça n'apporte rien. L'objectif que nous portons, nous, à Courant Constructif, c'est d'apporter la possibilité à ceux qui sont utiles en entreprise de s'y épanouir, donc d'y rester, ça veut dire qu'on conserve l'emploi, c'est de créer de l'emploi par les nouvelles énergies renouvelables, parce que de l'emploi, il y en aura toujours. Là, maintenant, on parle des énergies renouvelables, on parle des nouvelles industries, construire de nouvelles usines. Ça ne va pas tomber du ciel. Il va bien falloir les faire. Il va falloir installer toutes ces infrastructures. Et installer ces infrastructures, c'est de l'emploi. Donc, il y aura des nouveaux emplois, mais de bonne qualité. Et c'est des masses d'emplois. Il n'y en aura jamais assez pour couvrir tous les emplois disparus. Fort heureusement, parce que moins de gens travailleront, plus nous aurons de gens qui contribueront, donc plus nous aurons une nouvelle couche économique productive, et moins nous allons gaspiller d'énergie en déplacement pour le travail, moins nous aurons de pollution à cause des bouchons, même si dans l'avenir la voiture sera électrique, même si les moyens de transport vont évoluer, peu importe.
L'important, il s'agit de cesser de s'acharner à créer de l'emploi pour pouvoir récupérer une masse cognitive pour l'économie du XXIe siècle, pour pouvoir fournir une société apaisée à la population, où au lieu d'avoir pour objectif de passer sa vie à travailler, à s'éreinter, puis arriver à la retraite en attendant son dernier souffle d'autonomie, pour pouvoir ensuite aller en EHPAD y mourir, eh bien on va mettre en place une nouvelle société où les gens vont contribuer parce que les vieux, c'est pas des rebuts. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on est échu. Ils sont une vraie force de travail. Le travail peut se partager, mais il faut qu'il se partage de manière intelligente, de manière à ne pas augmenter la consommation d'énergie, juste dans le but que tout le monde travaille. Ça ne sert à rien que tout le monde travaille. Ça ne sert à rien si ce n'est pas épanouissant. Et pour que le travail soit épanouissant, il doit élever la qualité de vie. Et la qualité de vie ne passe pas par la surconsommation. La surconsommation ne sert qu'à donner du travail. Il faut sortir de cette société de la surconsommation pour aller vers une société qui va de la consommation de besoins, une société qui répond aux besoins. Donc ça veut dire une société où l'emploi n'étant plus le socle de la redistribution, l'industrie peut produire moins, mais mieux, de meilleure qualité, plus cher pour conserver la valeur, où les gens achètent ce dont ils ont besoin et contribuent à l'économie pour créer de la richesse via l'intelligence collective, via une économie plus contributive. Et donc, c'est une philosophie. C'est une philosophie qui repose sur l'idée que l'humain se sent utile. Et il ne bascule pas dans l'oisiveté dès qu'on lui en laisse le temps. Aujourd'hui, quand vous allez en vacances ou quand vous avez des congés, vous ne travaillez pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'avez pas le temps d'entamer quelque chose. Si vous avez 2 semaines de vacances, c'est pas avec ces 2 semaines de vacances que vous allez faire la chambre du petit, que vous allez construire un garage, que vous allez créer une entreprise. Donc vous êtes inactif. Quand vous êtes au chômage ou au RSA, on vous conditionne les aides à la recherche d'un emploi. Vous ne pouvez pas avoir des petites aides, une pitance, chercher un emploi et faire quelque chose en même temps. C'est pas possible. On vous consacre à gaspiller votre vie à chercher un emploi. C'est simple, vous cherchez un emploi ou éventuellement vous vous formez si vous y avez droit. Et encore pour y avoir droit, le CPF, compte personnel de formation, donc il faut avoir assez travaillé, il faut avoir répondu des conditions. Tout le temps, toute votre vie n'est faite que de conditions. On ne vous offre rien, mais en échange de ce rien, vous avez des obligations. Puis après, on vient vous parler de droits en échange de devoirs. Pour pouvoir imposer des devoirs, il faut que les droits soient conséquents, il faut qu'ils apportent une satisfaction. Quelle est la satisfaction de bénéficier de droits au chômage aujourd'hui quand on voit les conditions pour être au chômage? C'est de l'hystérie, c'est du mépris de l'être humain. Le chômage est une grosse avancée sociale, mais du moment que vous avez cotisé, du moment que vous avez contribué à l'économie, vous n'avez pas à devoir répondre à des devoirs pour bénéficier de ce droit qui est élémentaire. C'est évidemment absurde. Et en plus, si on vous libère de vos obligations, ben vous avez la possibilité d'envisager autre chose pour votre vie, de la réorienter tranquillement, sans vous stresser. Et donc, vous devenez rentable pour l'économie. Donc à un moment donné, il faut quand même se poser les bonnes questions autour de la société, autour de l'acharnement qu'on a aujourd'hui, de la ressource colossale qu'on dilapide, ressource naturelle, évidemment, de la pollution de l'environnement, évidemment, mais aussi de la ressource humaine qu'on dilapide dans le but que juste les gens travaillent inutilement. Alors qu'on peut avoir une société beaucoup plus apaisée, avec une industrie qui n'a plus pour vocation de créer de l'emploi, qui a juste pour vocation de répondre aux besoins, qui va libérer des gens qui vont pouvoir interagir autrement, qui vont pouvoir faire profiter à la société de leur créativité, de leurs idées. On le sait aujourd'hui, 2 Français sur 3 rêvent d'avoir une entreprise. Alors, tous ne le feraient pas s'ils en avaient la possibilité, mais ça veut dire qu'il y a combien de gens dans la population qui aujourd'hui ont une bonne idée, et ne la font pas. C'est parce qu'ils sont parents, donc ils ne peuvent pas prendre le risque de lâcher le boulot le temps de créer une boîte, c'est trop dangereux. Ils ont charge de famille, donc ils sont voués à travailler.
ou alors ils n'ont pas d'argent, donc ils n'obtiendraient pas le crédit, ou alors ils ne correspondent pas à l'archétype type du profil dont se fait le financier, le banquier pour le projet. Alors écoutez, je vous vois pas du tout faire ce travail. Alors vraiment, vous ne pouvez pas vous prévaloir de qualité, gna gna gna, qui... Bon, voilà. Et donc, il n'y a pas de possibilité de se défendre. Et donc, ça fait que la société va se priver de cette créativité, de cette innovation, parce que l'individu est prisonnier de sa condition, il est assigné à sa condition, il ne peut plus s'en extraire. C'est injuste pour l'individu, ça le rend, ça le conditionne à sa position littéralement d'esclave, puisque même s'il est rémunéré, il ne peut pas s'affranchir en fait. Et donc c'est bien un esclave s'il ne peut pas s'affranchir. Alors qu'en réalité, il y a fort à parier que l'entreprise pour laquelle il travaille pourrait produire moins mais mieux, donc la même valeur, et donc se passer de lui, et la société, l'ensemble, pourrait bénéficier alors de l'innovation grâce à la créativité de cet individu, avec une interaction avec les autres qui porterait ce projet. Et donc on a une nouvelle société, et l'individu qui se retrouve à 55 ans avec de l'énergie à revendre, va pouvoir créer quelque chose, apporter quelque chose à l'ensemble. Celui qui soutient son projet va apporter quelque chose à l'ensemble et tout le monde interagit avec tout le monde au lieu de simplement se déplacer en troupeau vers le RER, le métro, la bagnole, tirer la gueule comme c'est pas permis. Tout ça pourquoi? Pour rien? Pour un SMIC? Un maigre SMIC en attendant la retraite? Donc, voilà. Alors, est-ce que je vais aller voir, comme j'ai toujours pas les commentaires, je vais aller voir s'il y a eu une question qui a été posée. Euh, je vois Satyavir qui a mis un truc bien marrant. J'aime beaucoup. Bon, ben voilà, il y a pas eu trop d'interaction aujourd'hui, hein. Bon, donc tout va bien. Et donc, vous comprenez qu'on peut envisager une société qui a un autre fonctionnement sans pour autant compromettre l'idée même de l'activité. C'est pas que les gens deviennent oisifs devant leur télévision. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous avez quand vous avez des écolos entre guillemets, qui disent qu'il faut revenir à une agriculture manuelle. Ils reconnaissent implicitement que que quelqu'un qui va aller produire ses légumes dans la nature va apporter une richesse. Honnêtement, moi j'aimerais bien qu'il y ait des gens autour de chez moi qui occupent les maisons qui sont vides et qui produisent des légumes qui vont aller vendre au marché. Ce serait fantastique, on aurait une vraie production qualitative. Là, on n'a plus de qualité. Je vis au milieu de la nature depuis 10 ans. Franchement, trouver de la nourriture de qualité, c'est une gageure. La nature n'existe plus. On a une AMAP, mais la MAP produit comme les autres parce qu'elle a les mêmes contraintes que les autres à cause de ce système qui fait que on crée des conditions pour le travail. La MAP a des salariés avec des conditions de travail qui font qu'elle a des charges qui font que. Et donc cette société de l'hystérie ne peut plus produire de qualité. Elle doit surproduire en masse pour pouvoir tourner. Et donc on patauge, on patauge dans cette espèce de gloubi-goulba de matière plus ou moins merdicimale. Alors que tout le monde en appelle à une société moins polluante, une société plus humaine, une société plus juste, une société plus équitable, une société... Ça passera par la fin du travail. Si on, tant que nous aurons une société reposant sur l'emploi comme socle de la redistribution, nous n'aurons pas la transition écologique. Ce n'est pas possible, parce que pour avoir de l'emploi, il faut polluer. Ce n'est pas la croissance qui pollue, mais l'emploi. Il faut absolument comprendre ça. Ce n'est pas la croissance qui pollue, mais l'emploi. La croissance, c'est de la valeur. L'emploi, c'est de la matière, c'est du carburant, c'est de la ressource naturelle, c'est de la destruction de l'environnement, c'est du bétonnage de surface, et ça sert absolument à rien. Alors ça fait 50 minutes, j'aurais bien aimé, apparemment il y a pas eu de questions. Euh, il y a eu une demi-question, mais elle n'est pas lisible, donc
Ouais, moi, chez moi, il y a vraiment des problèmes, hein. Je vois Caroline qui nous dit, pour ce qui est du non-emploi et de la non-oisiveté, je peux partager mon expérience. J'ai de l'avance dans ce domaine, étant inemployable mais active. Et elle n'est pas la seule. T'es pas la seule, Caroline. On est nombreux dans ce cas-là. Des tas de gens sont soit inemployables, soit inemployés, et font des tas de choses. Et donc, on peut faire les choses. On peut imaginer une société beaucoup plus interactive. À nous de la faire. Alors, je pense que j'arrête là. J'en ai eu pour 50 minutes. Je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai vu dans les commentaires que le lien vers l'AMI vous a été ajouté. Donc, l'AMI, c'est pas la société de l'avenir, hein. C'est juste un moyen de faire interagir les gens. Ça fait que, au lieu d'aller travailler, vous pourriez soutenir des projets, vous pourriez contribuer à l'économie locale, à l'économie qui vous intéresse, et ainsi, ça veut dire porter votre vision de la société au travers de vos projets, et donc contribuer au développement politique du pays, et en même temps qu'au développement économique. C'est une société plus démocratique. De libérer de la condition de travailleur, ça revient à fournir de la démocratie. Parce que quand vous êtes au travail, qu'est-ce que vous y faites? Eh bien, vous réalisez le travail qu'on a bien voulu vous confier pour le compte d'un autre, pendant que lui s'occupe de vos affaires, hein. Alors qu'en étant libéré du travail, vous avez la possibilité de s'occuper de vos affaires. C'est aussi ça la démocratie. Tout le monde en appelle à l'emploi, mais parce que depuis longtemps, on a conditionné la population que de travailler, c'est normal. Alors peut-être que de travailler, c'est normal. Avoir une activité, c'est normal. Mais de travailler pour travailler, c'est absurde. Je veux dire, ça n'apporte rien. Si c'est pas épanouissant, si c'est fatigant, ça coûte cher en sécurité sociale, on restreint l'espérance de vie, on abaisse la qualité de vie. Alors qu'il ne s'agit, pour le travail n'a pour rôle, pour seul rôle, de créer la richesse nécessaire à l'ensemble pour que nous vivions bien. On me dit que... Alors Martin, du coup, comment fait-on pour impulser la société de demain? Eh bien, déjà, il faut le décréter. Déjà, il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée que ce n'est plus l'emploi qui est le socle de la redistribution, mais l'activité. Donc déjà là, on ferait un gros pas. Donc on instaure, on décrète que l'emploi n'est plus le socle de la redistribution. Et donc, par exemple, première étape, on supprime toute obligation sur le chômage et sur le RSA. On met en place l'AMI, qui sert au financement participatif, de manière à ce que tout le monde puisse porter ses projets. On développe le revenu de base, de sorte qu'une fois qu'on est parvenu au revenu de base, les gens n'ont plus à s'inquiéter, ils peuvent se permettre de devenir des porteurs de projets. Une fois que les premiers projets ont commencé à voir le jour, l'industrie soulagée de la nécessité de surconsommer augmente sa valeur de production. Elle a évolué sur les matières premières. Au lieu d'utiliser de la matière première à base de pétrole, elle utilise la matière à base de CO2. Le plastique n'est plus fait à partir de pétrole mais de carbone. Donc on dépollue l'environnement. On a développé l'agriculture n'étant plus soumise à ces mêmes contraintes industrielles est devenue de plus en plus écologique, c'est-à-dire que la production est revalorisée et donc ça fait que on peut avoir une production plus diversifiée, j'allais dire relocaliser, c'est faux. Il faut relocaliser, on devra le faire, hein. Un minimum, une part devrait être relocalisée. Je dis toujours que la relocalisation alimentaire, c'est le retour des famines. Mais 30% d'autonomie alimentaire, on pourrait avoir. Et on ne les a pas. Aujourd'hui, on ne les a pas. On les a en équivalent production agricole, mais on ne consomme pas 25% de ce qui vient du territoire français. C'est pas vrai. Et donc, ça fait qu'on doit relocaliser un peu et ça va générer de l'activité. Avec le revenu de base, il va y avoir des gens qui vont s'installer dans les campagnes, qui vont profiter de leur revenu de base pour devenir des producteurs maraîchers, qui vont avoir 1000 mètres de production agricole. Et donc, ça va créer de la qualité. Et donc, on impulse cette société. Ça fait que ces gens deviennent autonomes et donc ils peuvent contribuer à la société. En contribuant à la société, on émule. C'est une émulation communautaire.
Et c'est comme ça qu'on impulse cette société de demain en- qui va créer de la richesse comme on en a créé au XXe siècle. Ça n'a rien d'extraordinaire. Au XXe siècle, on n'a pas arrêté d'ajouter de la création de richesse. On a dû créer les voies de chemin de fer, on a dû créer les autoroutes, on a dû créer les lignes de téléphone. Tout ça, c'était de la création de richesse. On a dû développer les centrales énergétiques, les lignes électriques, etc., etc. On a dû mettre l'eau courante. Et on a goudronné les routes dans les campagnes. Tout ça, c'est de la création de richesse. Là, c'est la même chose. Ça n'a rien d'extraordinaire. Simplement, les infrastructures existent. Maintenant, on fait autre chose. On ajoute une nouvelle couche économique qui est plus intellectuelle, qui est plus cognitive. C'est le capitalisme cognitif de Yann Moulier-Boutin qui a inventé le terme de pollinisateur. Les gens deviennent des pollinisateurs. Comme une abeille qui va chercher, qui va polliniser qui va polliniser une fleur, elle ramène du pollen à la ruche pour en faire son miel. Et donc, elle a apporté sa petite part de création de richesse, alors qu'elle n'a pas travaillé au sens propre du terme. Il y a des ouvrières dans la ruche. Celle qui va butiner n'est pas une ouvrière. C'est une butineuse. Et nous sommes tous des butineurs en puissance. On me dit qu'il y a une autre question. Satyavir, mais quand même, il va y avoir plus de destruction que de création, d'après les études. Oui, alors il va y avoir plus de destruction d'emplois de destruction d'emplois que de création. Euh, mais ça fait rien. Ça ne fait absolument rien parce que les emplois restants sont de bien meilleure qualité. Donc ça veut dire la part de population qui en bénéficiera va s'épanouir. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des bons emplois qui ne s'y épanouissent pas. Des gens qui s'épanouiraient dans les bons emplois s'ils en avaient un, mais qui ont des mauvais emplois. Et donc le fait de sortir les gens des mauvais emplois, qu'on va automatiser, de réduire cette masse de travailleurs, va élever la qualité de l'emploi. On aura plus de gens qui gagnent mieux leur vie dans des emplois plus épanouissants. Et on aura une masse de gens qui représentent une nouvelle couche économique. Donc on ne perd rien. C'est pas une perte, c'est un gain. C'est une nouvelle couche économique. C'est pas un coût supplémentaire qui vient s'ajouter, c'est un gain supplémentaire. Pour Étienne Martin, si la redistribution n'est plus basée sur le travail, on la base sur l'impôt sur les bénéfices. Mais comment éviter le transfert des bénéfices dans les pays plus avantageux? Mais je crois pas que je crois pas que ça existe, hein, parce que en fait, tous les pays du monde sont concernés par la même transition, hein. Donc ça va se produire partout, et donc tous les pays du monde ont la même transition à réaliser. L'ONU parle de revenu universel depuis 25 ans déjà. Et donc ça va, la situation va évoluer. Ensuite, ça relève de l'imposition. J'en parlais au début avec la taxe GAFA. C'est ce que je disais, le système fiscal actuel, s'il y a des transferts d'activités et de revenus dans des pays plus favorables, c'est parce que le système fiscal n'est plus adapté. Mais il y a un truc qu'il faut quand même comprendre, c'est que le fait d'agir comme ça, de renoncer à nos productions industrielles obsolètes qu'on subventionne massivement pour créer de l'emploi, on va les délocaliser, on va créer de la richesse dans les pays émergents. Et donc nous, on va avoir une qualité, une production industrielle à plus forte valeur ajoutée, de très haute technicité. Il faut être capable de la produire. Et donc c'est bien joli de penser que les activités vont se délocaliser. Mais si on peut délocaliser une activité, il faut le faire. Ça veut dire qu'elle est indigne de notre développement économique. L'objet même de l'économie, c'est de relever un défi perpétuel euh, un défi technologique perpétuel. On rencontre une technologie qu'on a de la peine à industrialiser, on la développe, on fait l'effort d'y parvenir. Une fois qu'elle est devenue triviale pour nous, on va la transférer à un pays où ce sera aussi un défi qui se sera développé grâce aux délocalisations qu'on lui aura fournies. Lui, il va délocaliser les technologies qu'il aura acquises, il va acquérir la nôtre, et nous, on va passer à la technologie suivante. Et donc, ça fait qu'en réalité, dans une société qui fonctionne normalement, la question ne se pose pas. Parce que ce que nous fabriquerions, personne ne peut le fabriquer à notre place. On ne peut pas délocaliser. Ou alors de manière à la marge, quoi. Je veux dire, peut-être que le Japon, il a notre niveau technologique. Ce que nous sommes capables de faire, les Japonais sont capables de le faire. Mais j'envisage assez mal toutes les entreprises françaises délocalisées au Japon, hein. Donc voilà. Donc la question ne se pose en fait pas.
Penses-tu avec Daniel Bell, c'est question de Fabien, qu'une classe de travailleurs du savoir va apparaître et devenir un secteur quaternaire de l'économie? Mais c'est ce que c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Au cours du XXe siècle, on a instruit l'ouvrier. Hein. À la base, en 1900, personne ne savait lire et écrire. Hein. Personne n'avait d'argent, le gros de la masse. Là, quand on voit les jolies images de Paris en 1800, je sais pas combien, ou à l'exposition universelle, c'est les bourgeois. Hein. Tous ces gens qu'on voit, puis on se dit ah, quand même, la société elle était sympa à l'époque. Oui, mais non, mais c'était les riches. Les pauvres, ils étaient dans les campagnes. À l'époque, 80% de la population vivait en campagne et savaient à peine parler. Hein. On parlait encore à cette époque-là, à l'époque de l'exposition universelle de Paris, on parlait encore une quinzaine de langues en France. Hein. Donc tout le monde ne parlait pas le français en France à l'époque. Donc faut voir d'où, faut quand même voir l'évolution. Et donc au cours du XXe siècle, on a donné l'accès à la santé à tout le monde, on a amélioré le niveau de vie de tout le monde, on a éduqué tout le monde, et donc là, on arrive à la société du XXIe siècle où il faut exploiter ce savoir. À quoi ça sert d'avoir éduqué, vous connaissez tous ce dessin qui tourne en boucle sur Facebook depuis 10 ans, où on voit une mère qui dit à son enfant, là, à la caisse du supermarché, tu vois, tu dois bien travailler à l'école parce que sinon tu vas te retrouver comme cette dame. Puis la caissière qui fait, j'ai bac plus 2, madame. On en est là, ça sert à quoi? Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 2 pour tapoter sur une caisse. Et on en est là. Les gens sont tellement surqualifiés aujourd'hui qu'ils abaissent, ils dénigrent leur CV pour avoir une chance d'être embauchés. Vous avez des gens qui ont bac plus 5, ils arrivent, oh j'ai eu le bac, voilà, c'est tout. Point, ils ont arrêté là parce que sinon ils n'ont aucune chance d'être embauchés. C'est absurde. Cette culture, faut la développer. Et donc, nous allons vers la société du savoir, la société de l'exploitation de la connaissance acquise au XXe siècle, grâce à la formidable croissance du XXe siècle. Ceux du revenu de base qui toucheront par mois et ceux qui continueront de bosser avec et qui auront un pouvoir d'achat supérieur. Non, je n'ai pas répondu, Cédric, je n'ai pas répondu à cette question, puisque le principe même que nous envisageons pour le revenu de base fait que le revenu universel est dévolu à tous et le revenu de base, comme on en avait parlé dans le précédent live, est proportion du revenu. Alors oui, il y a des gens qui vont toucher le revenu de base, puis qui vont travailler à côté et qui vont gagner plus, mais plus ils gagneront, puis moins ils toucheront de revenus de base. Donc le revenu de base va augmenter le pouvoir d'achat de tout le monde, mais ça ne crée pas deux couches, puisque ceux qui n'ont que le revenu de base vont pouvoir avoir d'autres activités qu'ils n'ont pas aujourd'hui parce qu'ils sont au travail, dans un emploi qui n'est pas épanouissant, et dont le revenu, pour pouvoir le verser, compromet le revenu des couches des travailleurs qualifiés. Ça compromet le revenu médian. Ça dilue le revenu de tous. Euh, Ah, mais tout est buggé chez moi. Je suis désolé, mais c'est vraiment. Voilà. Là, j'ai 28 commentaires, j'en vois 4. Je peux pas les afficher. Voilà. Si vous m'avez écrit quelque chose, bah, je ne le sais pas. Voilà. Je peux rien faire. Il y a rien qui marche. Je pense que les prochains lives, je pense que je les ferai. Je vous donnerai rendez-vous sur Skype. Je sais pas, ou alors sur Zoom. Faut que je trouve une autre solution. Mais Facebook, je pense que c'est la dernière. Donc là, ma foi, je suis navré, mais s'il y a des questions, je peux pas les lire. C'est aussi simple que ça. Ça marche pas. À chaque fois, j'ai le même problème. Ça n'a jamais fonctionné. J'ai toujours eu des bugs. Et donc là, c'est peut-être moi. Hein, c'est peut-être moi. C'est peut-être dû à la mauvaise connexion, parce que je vous rappelle que je suis en 4G, j'ai pas la DSL, j'ai pas la fibre. Mais là, à chaque fois, il y a autre chose. Alors donc, j'en ai eu pour 1 heure. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo. J'y répondrai dans les jours qui viennent. Voilà, c'est dans la suite, parce que la vidéo, vous pourrez la voir en replay. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans le prochain live, on abordera la question des impôts du XXIe siècle. Parce que tout le monde s'accroche à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt, à l'impôt, à l'impôt, à l'impôt. C'est des impôts qui sont nés au XXe siècle. Ils n'existaient pas avant le XXe siècle. C'est pas que ça fait 2500 ans qu'on fait comme ça. C'est pas vrai. C'est pas de tradition, quoi que ce soit. C'est juste une adaptation à chaque siècle, sa propre fiscalité. C'est tout. À bientôt.